Ineni, Ineni. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être ici pour cette dernière des trois rencontres qui étaient organisées autour de l'exposition Volcan du Cobra à l'étage. J'accueille et j'ai le plaisir de pouvoir réunir ce soir Olivier Keplin, partenaire de longue date qu'on ne présente plus, mais un homme de lettres et d'exposition, tout comme l'est Stéphane Zadlonski, écrivain, artiste plasticien également, que j'ai pensé réunir autour de ce. J'imaginais, en tout cas jusque-là, que l'on tenterait de circonscrire quelque chose qui serait quelques pistes autour de, pour le dire de façon très vaste, la pensée juive, en tout cas telle qu'elle peut donner à réminiscence ça et là dans la peinture que je propose dans l'exposition, au détour de certains tableaux, de citations, ou encore de cette grande série qui va de Moïse à Freud, et ça et là. C'est un petit peu casse-gueule, et en préparant cette rencontre, en essayant de travailler un petit peu au thème qui pourrait être abordé, je me suis pris à écrire des notes qui ont formé quelque chose qui ressemble à un texte. Alors, je n'aurais pas la prétention d'appeler ça un texte, surtout pas entouré de cadors tels que mes camarades. Mais j'imaginais peut-être le lire en introduction. C'est pas énorme, enfin bon, quand même, il faut se le farder, ça fait trois petites pages. Je crois que ça donnera peut-être de quoi vous proposer quelques accroches peut-être de mots, peut-être de pensées, ou enfin bref, je vais la lire, sa merde, je m'y mets. Et bon, une fois que l'on aura commencé à rebondir sur toutes ces choses-là, n'hésitez pas à intervenir ou interjeter. Si vous êtes curieux, c'est la modalité la plus saine, la plus simple. Bon, je me lance et puis on verra. La composition d'écriture se tisse comme la toile d'araignée qui épouse les angles morts de la vision des insectes qu'elle capture. Il s'agit de retenir, mais en l'occurrence de retenir l'attention du regardeur pour en faire un voyant. Un voyant qui plonge dans sa vision plus des quelques secondes qui sont la moyenne enregistrée des spectateurs contemporains face aux images. 3 secondes pour les tableaux. Oui, alors, il a été enregistré et observé apparemment que le spectateur moyen n'accorde pas plus de 3 secondes à un tableau dans les musées ou dans les galeries. Bon, je reprends. La fonction de la toile est de préoccuper le temps par des entités à la fois signifiantes et dénuées d'intention. La sphère des sens est un œuf informe, et c'est de cette informe que procède l'information. Mais l'information n'est pas un message, c'est un maillage émergeant du sensible par capture réciproque. On fait généralement remonter l'origine du terme peinture à makula, la tache informe. La moelle épinière y ressemble comme une matière coagulée, électrisée, qui précède et érige le squelette. Or, makula, c'est aussi la tache aveugle du fond de l'œil, l'espèce de mécanisme d'interprétation en miroir qui fait qu'on voit et qui traduit la muraille lumineuse de l'éther en coordonnées d'images. Makula, c'est aussi le filet de pêche. L'informe pêche ainsi du visible par le tissage, en d'autres termes, par le texte. On a parlé ici d'histoire, d'apocalypse en tant que récapitulation jusqu'à la préhistoire, de ce qui précéderait l'écriture, et d'origine, ces images qui campent la forme pour ne plus jamais l'oublier, ces figures qui peuplent le monde comme autant de hiéroglyphes, de grottes, de mondes internes au monde, de cryptes à décrypter, dont le sens ou l'interprétation
est sans cesse reconduite à des réminiscences, comme chaque lettre organise une tête de bête. Dans la tradition juive, il est dit ou écrit que l'Aleph ne fait cependant pas partie de l'alphabet. Aleph est la respiration d'un homme qui s'apprête à parler. De la même façon, il semblerait que peut-être la lecture précède l'écriture, et l'écriture la lettre dont le monde surgit. C'est ça que c'est un petit peu tout ça. Je continue. Quand vous en avez marre, vous criez. Tu peux lire un chapitre et puis tu en brodes le chapitre. Eh bien, faisons ça. On s'arrête là, on brode. On peut scander sur les parties, je ne sais pas. Allons, allons-y. Ça soulage. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'on vient d'entendre et sur ce qu'on peut voir? Parce que je viens de voir, moi j'ai découvert l'exposition il y a une heure, je l'avais vue par catalogue, et évidemment ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui se passe quand on est devant un tableau de Simon? Et qu'est-ce qui se passe quand on est devant un tableau de Simon, quand on regarde un tableau de Simon, et on le regarde de manière la plus candide, la plus naïve, et quel rapport ça a avec ce qu'il vient de nous dire? En ce qui me concerne, je pense que, de manière évidente, y compris par rapport à ce qu'il a écrit au début du catalogue où il raconte un petit peu sa vie, il ne raconte pas beaucoup sa vie, il a eu un événement traumatique à 20 ans, dont il parle beaucoup, et qui donne un sens quand même, un premier sens, une première direction de sens pour non pas comprendre ces tableaux, mais pour avoir une sorte de boussole possible. Il n'y a pas une seule boussole pour essayer de comprendre un tableau, essayer de le voir. C'est son anévrisme, sa rupture d'anévrisme à 20 ans, dont il est ressorti amnésique et épileptique. C'est ça? Tu l'étais ni avant, amnésique évidemment, épileptique, tu n'avais jamais eu d'épilepsie avant? Je ne me souviens plus. Tu te souviens? Est-ce que tu étais amnésique avant? Je ne m'en souviens pas. Et ben c'est... En revanche, depuis que j'ai perdu la mémoire, je me souviens de tout. Donc, eh ben, vous voyez, ce sont des paradoxes. Il dit depuis que j'ai perdu la mémoire, je me souviens de tout, qui sont une sorte de balancement. C'est comme ça que je comprends aussi que la première chose, le premier commentaire, je dirais, de manière vraiment spontanée sur ces tableaux, c'est que c'est une oscillation entre en effet la mémoire et l'oubli. Et il y a beaucoup de choses dans ces tableaux qui semblent se balancer entre une forme de mémoire et une forme d'oubli, et lisière étrange qu'il y a entre les deux. Parce qu'on comprend bien qu'entre la mémoire et l'oubli, il se passe quelque chose. L'un n'est pas seulement la négation de l'autre. Tout simplement pour la simple raison que quand on se rappelle de quelque chose, on le tire de l'oubli. Avant de s'en souvenir, il n'était pas là. Parce que en français, voilà. C'était mon premier commentaire, ça va chaud, si vous voulez. Alors, moi j'ai connu Simon Lebowitz d'Igor Stenboom parce que le hasard de la vie a fait qu'à un moment il a eu un atelier dans la même rue que moi, à Ivry-sur-Seine, et qu'on avait une sorte d'ami commun, un architecte, qui depuis des années, d'abord gratuitement, puis après contre une petite somme, laissait des ateliers pour les peintres qu'il découvrait et qu'il estimait. Cet architecte s'appelle Jean-Robert Mazot, c'est un architecte d'usine, de grandes usines industrielles. Oui, évidemment, usines industrielles. Et alors donc, on a décidé de se voir, et il se trouve que Stenboom avait une admiration que je partage tout à fait, en plus parce que indépendamment de la qualité de son œuvre, j'ai connu l'homme qui était un ami que j'ai beaucoup aimé, un autre très paradoxal, qui s'appelait Gérard Gazierowski. Et donc, comme j'avais écrit quelques textes chez différents éditeurs, et j'avais donné des interviews, bien j'avais fait une émission de radio qui était dans le catalogue de Beaubourg, etc., sous forme de CD sur Gazierowski, on a commencé par parler de Gazierowski. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que Gazierowski était un peintre, un artiste totalement atypique, en ce sens qu'il s'est arrêté pendant 15 ans,
enfin 11 ans, puis il s'est réarrêté. Il a vécu ici, enfin un peu à l'ouest, dans les Corbières, dans une maison où on ne savait pas ce qu'il faisait. Quand on allait le voir, il ne répondait pas tout de suite. Il avait fait des enregistrements tels qu'il imaginait ce que pouvaient être les Indiens. Et il diffusait ça, on entendait un langage indien selon Gazirovski. Et l'intérêt de cet artiste, c'est qu'il a été sans arrêt à la recherche de ce qui faisait en fait sa nécessité de peindre, son désir de peindre. Et sans doute parfois soit par découragement, soit par dépression, soit par réflexion, par analyse, il ne peignait plus, puis il repeignait, etc. Et quand on a commencé à parler de Gazirovski, on a évoqué ce que Orstenbaum en savait, ce que je pouvais lui dire de ce qui avait été mon expérience. Et puis à un moment j'ai dit bon, c'est très bien, Gazirovski est un grand artiste, mais maintenant il faut aller voir ce que vous peignez vous. Donc je suis allé dans l'atelier, c'est une sorte de bâtiment industriel. Et là, je dois dire, autant dire les choses comme elles sont. Évidemment, ici, on voit les tableaux très bien accrochés dans un musée, etc. Et quand je suis entré dans l'atelier, j'ai vu un atelier d'une incroyable activité, présence, etc. Je ne sais pas combien de temps il avait fallu pour peindre tous ces tableaux, mais peu. Et donc, étant un ami, je pense, d'artistes qui m'aiment beaucoup pour moi, ayant vécu avec une artiste, j'avais retrouvé les idées de Panofsky, n'est-ce pas? C'est-à-dire que selon les vieilles catégories de Pinel du XIXe siècle, le caractère de l'artiste serait, selon Panofsky, le mélancolique. Vous savez, il y avait le bilieux, le colérique, etc. Et ce qu'il voulait dire, en fait, si on rassemble ça, son artiste qui lui servait de base était Dürer. Mais malgré tout, de mon expérience beaucoup plus modeste, c'est vrai que j'ai souvent ressenti cela, c'est-à-dire des grandes périodes où il n'y avait rien, puis tout d'un coup l'atelier commençait à renaître comme les fleurs, si vous voulez. Et de nouveau, il y avait des œuvres, puis après, c'était le paysage après la bataille, etc. Je ne parle que de l'art, je ne parle pas de la situation sociale de l'art. Et donc, j'ai été absolument frappé de le nombre, mais ça ne veut rien dire. Puis après, la qualité des peintures, un peu aussi l'étrangeté des peintures, mais ce que j'ai reconnu tout de suite, c'est la peinture elle-même. Bien sûr que sans doute il y avait des sujets, bien sûr on pouvait y reconnaître, je ne sais pas, Piero della Francesca, le songe de Constantin, Picasso, etc. Mais ce qui m'a frappé avant tout, parce qu'au fond, vous qui êtes des amateurs de peinture, vous savez bien que le sujet est une chose, mais finalement, que le sujet principal de la peinture, quel que soit tout ce qui l'accompagne à partir de nos sentiments, de nos expériences, de notre vécu, généralement c'est la peinture qui est le sentiment principal de la peinture. C'est difficile parce que certains peuvent dire « Oh oui, mais c'est compliqué, ça c'est abstrait, etc. » En fait, non, ça accompagne toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'analyses, pourquoi pas, toutes sortes de mots que nous prononçons quand nous sommes devant une peinture. Et là, j'étais absolument, pour être honnête, avalé, ou en tout cas touché, mis en mouvement par la peinture qui était dans cet atelier. Je me disais, mais comment est-ce fait exactement? J'y reconnaissais tout d'un coup des compositions, mais masquées, invisibles, mais visibles tout de même, avec, comme dirait Paul Klee, et au
aussi un jeu des couleurs. Daniel Dezeuze me disait tout de suite, avec des couleurs extrêmement bien placées, etc., etc. Donc, la première réaction, elle est un peu académique, voire peut-être sans intérêt, mais je me suis dit, mais il y a un talent extraordinaire, quoi. Donc je me suis dit, il faut que je fais la connaissance d'Ostengo, mais il faut que certainement je vais continuer. Ça m'a passionné. Alors pourquoi je raconte ça? C'est parce que parfois on essaye, après j'ai essayé de dire mais comment comprendre les choses. Alors là il vous a dit deux, trois mots, mais si j'en reviens à mes sentiments ont d'abord été, comme vous pourriez en avoir tous, comme chacun peut en avoir. Puis après, j'ai essayé de rassembler et je me suis dit, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a quelque chose qui est là, qui se met en place, qui est devant moi, et en même temps, il est difficile de commencer à en faire un objet de rhétorique, un objet de discours. Et dans les discussions, pour en venir à ce qui nous a peut-être été proposé comme sujet de discussion, Ostengo m'a beaucoup parlé de la judaïté, de la culture juive, de son origine juive polonaise, et donc ça m'a rappelé des choses très, très banales en fait, mais bon, le tétragramme, donc il y avait 4 lettres qui en fait ne disent pas ce qu'elles disent, donc ce sont ces lettres et autre chose, et je me suis dit, mais au fond, j'y retrouve j'avais mis trois mots, c'est-à-dire j'y retrouve en quelque sorte on pourrait dire, une étrangeté, c'est-à-dire ce que nous voyons, il est difficile de ne pas le considérer comme étrange par rapport à ce que nous sommes, nous ne reconnaissons pas, ou si nous reconnaissons très vite, nous sommes arrêtés. La deuxième chose, c'est que malgré les titres et malgré les séries, le sens est très mobile, ça bouge, on le suit, on le perd, etc. Donc le principe d'incertitude, qui n'est pas simplement de la culture juive, mais qui est aussi de la culture quantique, de tous les grands physiciens quantiques. Et puis, il n'y a pas de début et de fin. Alors ça, ce sera peut-être un sujet de débat avec Simon Lebovitz, parce que je n'y vois pas une totalité close. Parfois, ils emploient ce mot, tout est là. Et moi, je ne vois pas ça. J'ai le sentiment qu'une figure a été posée, qu'il y en a entraîné une autre. Comme il dit, je pose quelque chose et après la peinture m'informe sur ce que je suis en train de faire. Et c'est ça dont je vais rendre compte. Eh bien, moi, je ressens cette idée qu'une figure en amène une autre. Donc, je crois le Change de Constantin amène une figure prise dans un recueil de gravures du XVIIe, puis dans une scène observée, puis dans un visage d'enfant, puis chez l'artiste Brut Dragueur, mais ça n'est jamais des citations. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment, ce n'est jamais des citations, il y a une sorte, alors la même chose que j'ai ressenti, d'appropriation et ingurgitation, régurgitation, c'est rendu en quelque sorte. Et donc, ce sentiment-là me donne le troisième sentiment qui est le sentiment du devenir, c'est-à-dire étrangeté, incertitude, devenir. Et c'est comme ça que j'entre, moi, dans les tableaux. Après, il se passe des choses un par un. Alors, devenir, ça tombe bien, parce que je suis en train de relire Ernst Bloch, les traces dont la première phrase est précisément « Je suis, mais je ne suis pas en possession de moi-même, telle est l'origine de notre devenir. » Je crois, en fait, il faut se retourner vers Stéphane, qui est un vrai érudit, surtout quelqu'un qui a réfléchi. Je crois que Yahvé peut, entre autres, se traduire par « je serai », n'est-ce pas? Il y a le Vav. Oui, ça vaut le coup de. Il y a le futur,
une équivalence des temps. Le nom de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les Juifs ne le prononcent pas, les chrétiens l'ont appelé Yahvé, et d'autres chrétiens, protestants, plus ou moins, l'ont appelé Jéhovah. C'est le même nom, mais pour les Juifs, on ne le prononce pas. Ce sont 4 lettres en hébreu, on les voit sur des tableaux de Simon, on la voit dans tous les musées du monde, dans des tableaux qui représentent par exemple le Christ, qui représente son Père dans un triangle, Dieu le Père dans un triangle. Donc c'est une figure classique de la culture judéo-chrétienne occidentale picturale. Ce sont 4 lettres en hébreu qui sont censées être le nom de Dieu, qui en effet sont un condensé imprononçable, un condensé des 3 formes du verbe être. Pour aller très vite, au passé, au présent et au futur. Ce n'est pas des catégories grammaticales de l'hébreu biblique, mais en gros c'est ça. Qui sont condensées en un seul mot qui serait le nom de Dieu. Alors si vous lisez la Bible en français, lorsque Moïse découvre le buisson ardent, c'est-à-dire c'est un buisson qui flamboie sans se consumer, ce qui pourrait être une belle définition d'un tableau de peinture, quelque chose qui flamboie mais sans se consumer, Dieu est donc, et Dieu lui dit, tu vas aller sauver mon peuple, vous connaissez tout ça, vous avez au moins vu ça dans les 10 commandements de Cécile Médonide, et Moïse lui pose une question, et lui dit, quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais dire aux Israélites, aux Hébreux qui sont en esclavage en Égypte, lorsque je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'ordonne de vous libérer. S'ils me demandent ton nom, que leur répondrai-je? Et dans toutes les traductions en français, il est dit, tu lui répondras. Alors, certaines assez mauvaises traductions disent « Je suis qui je suis », c'est mon nom. C'est comme ça que c'est dit. C'est comme ça dans la Bible, hein, dans le début du livre de l'Hébreux. Une traduction possible, une autre traduction possible, plus littérale, c'est « Je serai que je serai ». Ayez Hachem. Je serai que je serai. Et il continue dans le texte de la Bible, et il dit, dis-leur, je serai, donc il met que la première moitié de son nom, comme s'il oubliait, comme si la seconde moitié sombrait dans l'oubli, m'a ordonné de vous dire, de vous libérer d'Égypte, etc. Je serai que je serai, tel est mon nom, je serai, va leur dire, je serai, m'a dit. Donc c'est très bizarre. Il y en a une que j'aime bien. Et c'est pas terminé, je termine juste là-dessus, parce que tout ça est en rapport avec ce qu'on a dit au début sur l'oubli et la mémoire chez Simon. C'est que lorsque les Juifs pieux lisent à la synagogue sur les rouleaux de la Torah le nom de Dieu, ils voient écrit ces 4 lettres et ils disent un autre mot pour ne pas dire le son de ces 4 lettres, un peu comme si, quand vous voyez marqué Simon, vous disiez Orsten, comme si c'était un interdit, un tabou de prononcer ce nom. Donc on ne le lit pas. Donc les chrétiens ont brisé le tabou en essayant de le lire Yahvé, parce qu'ils ont dit ça se prononce Yahvé. D'autres chrétiens sont venus après, témoins de Jéhovah, ou les jéhovistes, ils ont dit non, ça se prononce Jéhovah. Mais pour les juifs, à l'origine, ça ne se prononce pas comme ça s'écrit. Ça s'écrit avec les tétragrammes, les 4 lettres qui sont sur le tableau de Simon, et les juifs le prononcent Adoshem. Et ils ne disent pas le mot Adoshem, je ne le dis pas comme je suis juif, parce que je dois dire que quand je prie avec une kippa sur la tête dans une synagogue. En tout cas chez moi. Donc je vous dis un autre nom qui est le surnom de ce nom qui est déjà lui-même le surnom du nom de Dieu. Voilà. Ça ressemble à la peinture de... Oui, moi je trouve que c'est pas sans lien avec ce que fait Simon, ce que pratique Simon sur la terre. Alors en effet, l'imprononçable, que ce soit à lire, représentable, en fait ça me préoccupe. C'est vrai que ce que je fais a un aspect très viande de tête, pour le dire comme ça. En ce sens que moi, je ne fais aucune espèce de distinction ou de hiérarchie entre ce qui serait de l'ordre du cérébral, de l'intellectuel, ou du physique. Disons que la pensée est de l'ordre du procès et de l'ordre du corps, de l'organe, de l'organisme. Tout de go. Il y a dans les noms de Dieu, il y a une interprétation que j'aime bien, c'est celle qui consisterait à dire qu'il aurait répondu, bon, je suis les, alors je ne suis pas moche, mais je suis elle apostrophe EST, c'est-à-dire le déjà conjugué. C'est une idée qui me plaît bien, en ce sens, elle indique qu'il y a déjà un précédent, il y a déjà un raisonnement qui précède ce dont l'entendement est issu,
Et bon, dans la tradition, le monde entier est issu du texte, quoi, de la lettre. Ça, c'est une idée, c'est un principe qui est assez fondamental, je crois, dans la façon dont j'aborde les choses. Parce qu'il y a toujours un avant, il y a toujours un déjà là. Moi, j'appelle ça pour moi-même, dans ma propre ritournelle, j'appelle ça le grand déjà là. Donc c'est le principe de l'immanence. Je n'ai jamais compris ce que la transcendance signifie. Je ne comprends pas le concept. En revanche, voilà, il y a un monde, le monde existe. Ça paraît dingue, mais c'est le cas. Et là, la peinture est le rapport que l'on entretient avec son monde, en tout cas le présent que l'on fait venir par le rapport au monde. Ce que j'essaie d'indiquer, c'est qu'en effet, je me fais l'effet dans la façon dont ces tableaux sont cousus, couturés, ou menés, d'un archéologue. C'est-à-dire c'est des choses que je répète souvent les mêmes choses, mais c'est le cas. Déjà le rapport au sol ou à la boue, ou à l'informe. Et le fait de déterrer, qu'il y ait une réminiscence, que la peinture me fait découvrir ou inventer une chose qui est déjà là dans le temps, dans l'histoire depuis antédiluvien. Le tableau, lui, le sait à l'avance ce qu'il veut. Le tableau sait ce qu'il est, et c'est à moi de le découvrir à rebours. Tous les processus d'enquête qui s'en suivent, des processus de recherche d'étymologie, d'interprétation, dans diverses langues, de jeux de mots, de permutations, etc. C'est en ça aussi, voilà, en plus d'archéologue, il me semble parfois sentir le dibouk de la casquette du talmudiste, quoi. Et c'est évidemment pas sans rapport, pour tout un tas de raisons. Bon, je me rends compte que ça devient assez... Je peux t'interrompre? Oui, bien sûr. J'essaie de retrouver des points de repère à ce que je suis en train de raconter pour me donner des preuves. Je t'en prie. Oui, non, c'est ça, j'avais... Oui, parce que moi, justement, ça m'étonne beaucoup. Alors moi, je ne suis pas de culture juive. Je suis très proche d'un homme qui est un de mes amis, qui s'appelle Gérard Garouste, et donc je l'ai accompagné pour l'exposition. J'ai écrit un livre au Seuil, dans la collection Fiction et compagnie, etc. Et donc je parle de là, moi. Je parlerai plus d'un endroit, d'un Pékin qui est amateur d'art, si vous voulez, et enfin c'est un peu plus loin, parce que moi, sans l'art, je n'aurais pas sans doute vécu très longtemps, à vrai dire, même si j'aime beaucoup mon prochain. Mais l'art est un élément essentiel, et il y a quelque chose que je ne ressens pas. Je comprends très bien ce qui est dit de façon philosophique et principielle, qui est que l'écrit précède, que la lettre est peu de temps avant l'être, comme vous le rappelez dans un de vos textes. Mais moi je ne sais pas, je pense que l'expression, chacun, on pourrait peut-être en parler, l'émotion ou l'intelligence de l'art se fait généralement contre le mot contre, ou en tout cas, si ce n'est contre, il rappelle de manière indécise, confuse, ça ne dure pas très longtemps, qu'il y a une période de la vie où le sens ne s'est pas fait avec la lettre, avec aucune lettre. Et j'aime beaucoup cette manière, c'est peut-être une mésinterprétation, vous savez, le sourire miroir de la mère, c'est-à-dire, par exemple, les biogénéticiens, comme Changeux ou comme Jean-Didier Vincent, en fait, nous expliquent que l'enfant ne sourit pas à sa mère. Il voit sa mère sourire et il lui rend
son sourire. Donc il y a un fait, une phénoménologie d'un acte qui me semble très très important, et pour avoir beaucoup d'amis, moi-même j'écris de la poésie, mais pour avoir beaucoup d'amis qui écrivent, voire des artistes, on en parlera tout à l'heure, on a dit que c'est des artistes qui écrivent aussi, j'ai le sentiment que ceux qui le font n'ont jamais oublié qu'il y a eu une expérience du monde. Alors peut-être que je ramène trop ça à l'existentiel, mais où véritablement le sens s'est fait sans la lettre, sans le mot, etc. Et j'ai le sentiment par rapport aux artistes qui sont mes amis que souvent c'est parce qu'ils avaient cette façon contradictoire de vivre le langage que tout d'un coup il y a eu une autre économie du sens qui a été celle de la figure, etc., etc. Et donc c'est pour ça que je comprends bien le principe philosophique, voire si on pense à Lacan, à d'autres, des éléments comme ça qui peuvent être dans la fondation de l'être humain, mais par exemple même quand vous avez dit tout à l'heure, je veux aller vers la vision. Qu'est-ce que c'est exactement la vision par rapport à la vue? La vue, je crois qu'on la partage tous. Tout de suite, on embraye sur le lexique. Hein. Ceci est une table, ceci est un micro, on est tous d'accord. Mais à partir du moment, là c'est la réalité en fait, mais à partir du moment où on pose la notion de réel, alors là, on se rend compte en effet que la vision vient dans le champ, et que ce n'est plus une histoire de ce que nous voyons, on est d'accord, on est en train de boire un verre, on est assis ce soir ici, et que l'aller-retour, la mobilité, justement, le je serai, le devenir permanent qui nous travaille, sans les mots ou avec les mots, fait que le réel est quelque chose qui implique l'objet, le sujet, et surtout qui travaille sur l'entre-deux, c'est-à-dire ce que vous êtes et ce que vous voyez, et que ce mouvement, à ce moment-là, reçoit toute cette expérience qui n'a pas eu lieu pendant un temps de l'existence, peut-être court, et il est réinvesti là. C'est pour ça que, voilà, sur ça, en simple amateur d'art qui regarde, je n'éprouve pas ce que vous dites. C'est parce que c'est une affaire de, oui, c'est une affaire de sourire, c'est le sourire sans chat chez Lewis Carroll. C'est-à-dire que devient le sourire une fois que le chat a disparu, une fois que le chat est plus visible, il reste que devient ce sentiment, cette impression, une fois que la chose qu'il a suscitée ou celui qui l'a éprouvé n'est plus là. Donc il demeure le fait même. Qu'est-ce que c'est qu'un mot? Pour moi, un tableau fonctionne comme un mot. C'est-à-dire que c'est une chose dans laquelle il n'y a pas de temps, il n'y a plus de temps. C'est donné. En soi, c'est sa propre. C'est une chose qui est son propre raisonnement. Mais il y a encore moins de temps quand il n'y a pas de mot. Un mot, il y a un paradigme, ça se prononce. Non, parce que quand il n'y a pas de mot, on cherche le mot et ça peut prendre longtemps. On cherche ces mots. C'est la question que je pose. Y a-t-il une autre expérience où on ne cherche pas? Le sourire, oui, il y a l'histoire du sourire de Mozart aussi. Pourquoi la grande complainte de Salieri, en quoi le génie de Mozart, de quoi est-il fait, comment l'interpréter, et Mozart par un simple sourire, c'est un étant donné, la peinture répond à ce qui est donné par un autre donné, donc c'est comme une balle contre un mur, et c'est en ça que c'est du pur présent. Il n'y a de présent que par le mot ou par le tableau. C'est comme les yeux d'un bébé. Avant d'arriver au mot, alors. C'est un hiéroglyphe, en fait c'est la réalité. Voilà, il n'y a de réalité que par le fait même du mot ou du tableau. Alors je fais jouer le parallélisme entre le mot et le tableau
exprès, pour terminer sur cette histoire de sourire, l'enfant qui naît en souriant, c'est un des fils de Noé, il me semble. Il y a une histoire comme ça. Bon, ce serait quelque chose qui serait de cet ordre-là, c'est-à-dire d'une innocence. Isaac, il rira. Le rire de Sarah, le fils de... Bah, c'est toi qui sais. Je te demande si c'est Isaac qui a pu sourire. Moi, je me souviens d'un nouveau-né, d'un enfant qui naît en souriant. Ou en riant. C'est Isaac. En riant. C'est Isaac, le fils d'Abraham. C'est Isaac. Ouais. Isaac veut dire il rira, parce que Sarah a ri parce qu'elle avait 90 ans et Dieu lui a annoncé par un ange tu vas tomber enceinte. C'est un rire, c'est pas un sourire. Donc ça, il porte dans son nom le rire de sa mère. Ah, ce sera donc le préalable au rire, donc le sourire, comment on dirait. Oui, cette impression, là je parle c'est l'impression globale que m'offre le fait du tableau, le fait du mot. En dehors de quoi se déroule le temps, ou le temps historique, ou toutes ces choses-là. Il n'y a, on en est débarrassé dans le sourire sans charme. C'est quelque chose de cet ordre-là. Il y a énormément de choses à dire. Le sujet est très très vaste, c'est difficile de le problématiser. La peinture a un raisonnement qui lui est propre. En aucun cas ce ne sera une illustration où l'écriture picturale n'est pas dépositaire d'un sens qu'elle emprunte ailleurs. En revanche, elle peut, c'est même sa fonction, elle peut accueillir le sens, elle peut me prendre en charge et réguler absolument toute chose et tout fait du monde. En effet, dans une zone qui est liminale entre la mémoire jusqu'à l'oubli. Et on en parlait tout à l'heure, mais c'est une chose qu'on retrouve chez Kafka qui est assez étrange. Il parle de cette sphère du monde enfouie dans le temps, où se trouvent toutes les choses oubliées par le monde entier, mais qui, justement du fait qu'elles sont oubliées, demeurent extrêmement actives et agissantes dans le monde. Et c'est une sphère, une zone qu'il nomme l'inoubliable. La peinture a à faire avec ça, dans ce sens où sa mémoire à elle excède de très très loin toute l'archive humaine, toute érudition, tout exercice d'interprétation. Ça ne veut pas dire qu'elle est ininterprétable, elle offre à interpréter à l'infini. J'essayais en lisant la chose, là, j'essayais de parler de ce qu'est... Oui, enfin, c'est connu, hein, qu'est-ce qu'un texte, voilà, on parle c'est une couture, voilà, des mailles sont couturées, et toute lecture n'en finit pas de surpiquer, de recouturer le texte. Bon. Ayant dit ça, on n'a pas dit grand-chose, si ce n'est que cette informe, ce marécage, qu'est la matière même de la peinture, c'est cette chose informe et coagulante et colorée, fait advenir des figures. Elle fait advenir des réminiscences de l'histoire, de l'art, du monde entier, du monde sans mémoire, sans oubli. Et qu'en tant que peintre, m'échoue alors une responsabilité envers ces figures. On ne peut pas les manier n'importe comment. Et il me semble que la façon dont il me faut les gérer dans l'espace pictural, dans le raisonnement qui est strict à la peinture, ce sera avant tout de leur garantir à toutes une dignité. Et une dignité dans des tableaux qui ne sont pas des images.
c'est-à-dire qui sont extrêmement peuplés, comme un filet de pêche qui serait allé récupérer dans tous les âges du monde telle et telle figure, parfois espacée, ou des citations, parfois espacées de plusieurs dizaines de siècles, et qui pourtant cohabitent et on va voir. Et toute cette peuplade se trouve disposée à équidistance. C'est-à-dire que tout point du tableau est équidistant de n'importe quel autre. Je ne sais pas très bien ce dont je suis en train de parler en disant ça, mais c'est un sentiment très puissant de composition et d'établissement en tout cas en ce qui concerne les figures qui se retrouvent convoquées par la peinture. Non, oui, là, on a changé, on aborde un nouveau thème en fait. Comment moi je vis ça? J'arrive devant un tableau de Simon Leibowitz, et puis il y a cette présence où il y a à la fois le nombre, il y a à la fois, j'ai noté comme ça, il y a l'inscription et de l'opacité, parce qu'on est obligé de se lancer dans un suivi du sens, peut-être comme vous le construisez en passant d'une figure à une autre, et en même temps, il y a petit à petit une neutralité qui donne le tableau. C'est-à-dire que, comment dire ça de façon à ce que tout le monde partage ça. Je pense que la multitude de figures, il y a une dépense en fait dans les tableaux de Simon. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça. Il y a une figure où ils ont une forme, plus une forme, plus une forme, plus une forme, et il se passe quelque chose. On peut voir naître une histoire. Je pense hors de. Moi, je suis assez d'accord avec Lyotard quand il dit, vous savez, ce philosophe français, que l'art n'est jamais un argumentaire, donc il n'y a pas d'argumentaire, mais toute une série de sensations, de sentiments, d'appropriation qui fait que ce nombre va provoquer, j'ai envie de dire, vous savez comment on dit ça, je prends en physique, de la chaleur, c'est-à-dire que une chose, plus une chose, plus une chose, plus une chose, finalement il y a des forces de frottement, et je pense que ça, il y a de la dépense en fait, on sent cette dépense devant les tableaux de Simon, et cette dépense a un drôle d'effet qui est peut-être la constitution du tableau. C'est que petit à petit, on oublie les bouts d'histoire qu'on a pu voir. Ah oui, cet homme est près d'un puits, celui-ci rêve, là il y a une scène de castration, là il y a un enfant qui est porté, etc. Et c'est fait avec un excès, en fait, hein, il y a beaucoup de double nombre en quelque sorte, et ça me fait penser à une réflexion d'un poète américain de la Beat Generation qui s'appelle John Giorno, qui était un copain de Ginsberg, etc., qui nous expliquait, il faisait des poèmes de Liszt. En France, il y avait un type comme ça, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qui s'appelait Bernard Heidsieck. Et donc ça s'accumulait, ça s'accumulait, ça s'accumulait. Et quel est l'effet final? Eh bien, je pense que l'effet final, c'est ou le blanc, c'est-à-dire que toutes ces choses-là sont bien là, elles existent, il y a des histoires, il y a des figures, mais au bout du compte, quelque chose se constitue devant nous qui va au-delà de cela. C'est peut-être le tableau, le fameux tableau blanc, ou bien peut-être ce que évoque souvent Simon, c'est le gris, alors qui était aussi un élément très important chez Gazierowski. Hein, le gris, il a fait beaucoup on sait qu'il existe chez Jasper Johns aussi, et je pense que ça vient, alors que c'est très coloré devant nous, alors qu'il y a beaucoup de traits, de lignes, de figures, et bien cette dépense
cette dépense qui va jusqu'à l'excès produit quelque chose qui est tout d'un coup l'idée qu'on a un espace devant nous, mais qui serait peut-être non encore écrit parce qu'il serait ou gris ou blanc. En tout cas, on aurait du mal à lui attribuer un sens narratif. Voilà, bon, par exemple, ce que je comprends de... Une neutralisation. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure par le terme d'éco-distance, parce que voilà, c'est un mot qui m'est cher, mais il y a aussi il y a une dimension d'équivalence perpétuelle entre les... Voilà, j'ai sous les yeux une chouette phrase de Victor Hugo qui dit « La terre est sous les mots comme un champ sous les mouches ». En effet, que l'espace ambiant même serait peuplé de mots, de paroles, de verbes, de sens. Ce à quoi, pour revenir à Kafka, un de ses aphorismes, c'est celui qui compte le plus à mon âme, est le suivant. Les corneilles prétendent que l'une d'entre elles pourrait détruire le ciel. Cela ne fait aucun doute, si ce n'est que ciel signifie absence de corneille. Ça ne fait aucun doute qu'une corneille pourrait détruire le ciel, bien sûr, mais ciel signifie absence de corneille. Et on peut retourner ça dans tous les sens, ça en demeurera toujours possible comme impossible, comme impossible, et ça fonctionne. Et ça, donc on connaît la phrase de Nicolas de Staël, l'espace sculptural est un mur, et tous les oiseaux du monde s'y écrasent. Voilà. Et l'aphorisme de Kafka en donne un envers, en quelque sorte. Mais c'est un envers par la parole aussi, par la profération, par la prétention. Les corneilles prétendent. Ce à quoi le ciel, c'est... En polonais, le ciel, ça se dit niebo. Et si on fait un jeu de mots par étymologie abusive sur ce mot-là, on entend nier, beau, c'est-à-dire pas de parce que. Alors, la rose est sans pourquoi et le ciel serait ce qui est sans parce que. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Oui, c'est très beau. Surtout que, sur Kafka, il y aurait tellement de choses à dire que... je voudrais revenir un petit peu sur cette dialectique dont a parlé Olivier tout à l'heure, et sur laquelle n'a pas rebondi Simon, mais j'aimerais rebondir sur la différence entre la lettre, le mot et la peinture, la figure, qui n'est pas l'animal. Moi, c'est quelque chose qui me tracasse beaucoup, mais toute ma pratique artistique, elle tourne autour de ça. C'est-à-dire, est-ce que peindre pourrait être considéré comme une écriture? Est-ce que l'écriture pourrait être considérée comme une forme de peinture ou de représentation graphique? Et j'ai commencé par me poser des questions de la manière la plus candide et la plus enfantine. C'est qu'est-ce qui se passe quand on écrit? Quand on écrit un mot, n'importe quel mot, et encore plus quand on écrit son nom propre. Mais quand on écrit un mot, qu'est-ce qu'on fait? On trace un dessin. Et on apprend aux enfants à écrire, on leur apprend d'abord à tracer des dessins. Une lettre, c'est aussi un dessin. On l'oublie parce que quand on lit, et même une lettre d'imprimerie, c'est un symbole, évidemment. Mais ce symbole, là je parle de l'écriture à la main, qui pour moi est l'essence même de l'écriture, c'est-à-dire que je suis assez vieux, j'ai 60 ans cette année, pour avoir été un des tout derniers à apprendre à écrire avec la plume et de l'encre, comme peut-être certains d'entre vous ici. Juste la génération d'après moi, je suis né en 63, là déjà, donc il y a 4-5 ans, j'ai appris à écrire comme tous les enfants, on avait encore une plume avec de l'encre. La génération d'après, il passait au stylo bille. C'est-à-dire que je suis le dernier, c'est une réflexion que je me suis fait adulte, je suis le dernier qui soit encore lié avec, par exemple, la manière dont Baudelaire écrivait. Il écrivait à la plume. Baudelaire avait connu la plume d'oie, et il est passé de la plume d'oie à la plume en fer. Moi, j'ai pas connu la plume en fer, mais j'ai connu la plume. J'ai pas connu la plume d'oie, mais j'ai connu la plume en fer. Donc, on a des commentaires de Baudelaire sur ce que ça signifie que d'écrire avec une plume en fer. Il a essayé une première plume en fer, et il a dit c'est comme marcher avec des sabots sur des pavés. Ça ne lui plaisait pas du tout. Et après, une génération ou deux générations après, on a Kafka qui a connu les premières machines à écrire.
Et ça il y avait un sentiment d'étrangeté aussi. On a une lettre de Kafka, je crois, ou dans son journal, où il dit « Écrit tapé à la machine », on se demande qu'est-ce qu'il y a comme fantôme derrière cette feuille. Donc ce sont des expériences, pour moi, qui sont des expériences de mon corps. Quand j'écris et quand je pense, quand je parle aussi évidemment, et c'est là que ça rejoint le peintre, je trace quelque chose, c'est mon corps qui trace quelque chose, qui est lié à ma pensée. Cette chose est liée à ma pensée, à ce que je vais dire ou ce que je vais exprimer en écrivant. Mais ce que je vais exprimer en écrivant, le mot que je vais écrire, quel qu'il soit, et quels que soient les mots qui vont le suivre ou qui le précèdent, donc c'est la lettre même, c'est pour ça que l'unité de base c'est quand même la lettre, au moment où j'écris une lettre à la main, je dessine quelque chose. Je destine un dessin, et j'ai le dessin du dessin, avec le jeu de mots sur les deux orthographes du mot dessin. Pour moi, c'est pas si loin de ce que fait un peintre, quel qu'il soit, ça peut être Picasso, ça peut être Simon, ça peut être n'importe qui, ça peut être Orson Welles, c'est-à-dire que son corps régurgite de la chair, enfin, je suis parti d'une phrase, pour avoir cette réflexion, je suis en train de vous livrer maintenant un peu maladroitement, je suis parti de la réflexion qu'au commencement était le verbe, et le verbe s'est fait chair, une réflexion de l'Évangile. Je me suis dit, que fait le peintre et que fait l'écrivain, c'est qu'ils reprennent à travers leur chair, ils régurgitent du verbe, de la verbalité. Au commencement était le verbe, c'est le début de l'Évangile selon Saint Jean, et le verbe s'est fait chair, c'est l'incarnation du Christ. C'est donc très catholique. Ça, on n'a pas ça dans le judaïsme. Mais la peinture, en Occident, elle est catholique. En islam, la peinture n'est pas un art islamique, et dans le judaïsme non plus. Il y a de la calligraphie. Moi, je suis calligraphe aussi. Je ne fais que des tableaux de peinture, d'écriture, pardon, de toutes les couleurs. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. Pendant que Olivier rebondit là-dessus, je vais vous faire une démonstration avec mon corps, et je vais écrire le nom de Simon. Vous allez voir ce que je veux dire. Je fais ça en tout petit, parce que je viens de fermer mon atelier, donc maintenant c'est comme ça que je fais des tableaux, c'est des miniatures, mais je pense que ça va vous parler. Oui, là je me sens déjà plus dans mon espace, parce que en fait, là je vais peut-être dire des grosses bêtises, parce que je ne suis pas qualifié par rapport à la judaïté, mais quand j'étais jeune, ma famille était catholique, quoi, enfin chrétien catholique. Et je me suis intéressé à d'autres religions quand j'avais 17-18 ans, d'abord le protestantisme, et puis après je me suis beaucoup intéressé, grâce à tout de même c'est pas mal la télé, la radio, parce que j'ai entendu cet homme qui est archi connu, Elie Wiesel, qui disait que comment dirais-je, il y avait eu au XVIIe siècle une révolution sentimentale qui était le racinisme, etc. Et je ne sais pas pourquoi, en tant qu'adolescent, je préférais la révolution sentimentale qu'à la loi du livre. Déjà, je sentais que la loi du livre, je ne voyais pas très bien où le corps venait se mettre, et le corps était relativement important. Alors j'ai comme ami un philologue, je crois que aussi connaît Stéphane, qui est Marc-Alain Wachnine, qui a des tas d'arguments pour voir ressurgir, mais toujours à travers la philologie, le corps. Et moi je reste persuadé, c'est pour ça que ce que dit Stéphane, et je connais ses travaux, et vous allez en voir un, donc, mais si on oublie Stéphane une seconde, mais je ne veux pas l'oublier, mais Jacques de la Villègle a fait comme ça toute une série, et même Cortot, le vieux Cortot avant, enfin bon, ainsi de suite. Il y a même une petite partie de la poésie visuelle qui est... Mais ce que je veux dire par là, même par exemple, je ne suis pas tellement passionné par l'art conceptuel, mais par exemple, quand c'est Lawrence Wiener, un Américain qui est mort l'année dernière, il peignait ses lettres, elles étaient jaunes, vertes, Lawrence Wiener, qui est il est mis dans le conceptuel, mais bon, je ne sais pas, peut-être. Et parfois, il allait faire son texte sur le sol,
où il allait le monter dans l'architecture. Donc le mot se confrontait à l'architecture, se confrontait à notre propre corps de spectateur, etc. Alors là, j'y suis, et dans ce qu'a dit Stéphane, je me reconnais tout à fait dedans, parce qu'on voit les doubles lecteurs, en quelque sorte. Là où je n'y suis pas, c'est quand tout d'un coup, il n'y a plus la main, il n'y a plus ni sergent-major, ni je ne sais plus comment, et tout d'un coup, le mot apparaît comme ça. J'ai actuellement une amie peintre qui veut mettre des mots dans sa peinture, et je lui dis oui, mais fais bien attention, c'est de la peinture, fais bien attention où tu les mets, quel est le caractère, quel est le corps, enfin bon, tout ce qui fait ce que tu as dit. Et on parle du corps d'une lettre. Voilà, bien sûr. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe dans une main qui pose quelque chose, ou peut-être même d'ailleurs dans quelqu'un qui va choisir un corps, un caractère, plutôt les polices de caractère, un corps, etc. Alors là, je sens bien ce que j'ai du mal à accepter. Moi, j'aime beaucoup la peinture, évidemment, de Simon, mais je ne crois pas qu'il y aurait un texte écrit par le verbe s'est fait chair. Bon, alors après, on passe de la judaïté au catholicisme, c'est un peu différent. Enfin, il y a différentes interprétations, mais je pense qu'il faut que la peinture, elle a cette force incroyable parce qu'elle nous rappelle tout le temps ça, sans arrêt. Tu parlais de Carl André, vous parliez de Carl André, etc. Mais sans parler de Carl André, parlons simplement du fait que quand vous arrivez devant un tableau, qu'est-ce qui se passe? Vous continuez à discuter, à parler, à dire « Ah oui, ça c'est ça, ça c'est... » Non, généralement il y a une stase, il y a un temps. On lit et tout d'un coup, il y a, moi ce que j'ai appelé dans plusieurs textes, quelque chose qui ressemble, même en ayant des facilités avec l'astronomie, mais il y a une espèce de trou noir, il y a un trou. Si on est devant un tableau, et si on le regarde vraiment, ça bloque le langage, on ne parle plus. Et il va revenir après que le tableau ait fait comprendre où ça se situait, etc. Et à ce moment-là, le langage redémarre. Mais il y a ce moment de trou. Carl André, qui disait « Toute chose est un trou dans ce qu'elle n'est pas ». Je ne sais pas si je l'ai lu, tu en parles, mais moi je parlais plus simplement, je ne comprends pas. Non, c'est-à-dire que rapporté à ce dont on est en train de parler, en effet, c'est un peu une figure, une image, on la lit, en le sens que ceci n'est pas... Oui, non, ceci n'est pas la pipe, on la lit dans le raisonnement visuel en tant que pipe. Et le cheval, et là, c'est Magritte. Non, mais disons que si la figure fait signe, alors qu'elle fasse signe comme un mot ou pas comme un mot, ou comme un verbe, c'est une modalité. Et une troisième serait celle de faire un signe comme un nom. Je parlais de la titraille, on parlait de la titraille tout à l'heure, les titres des tableaux. Ils n'ont pas de titre, ils ont des noms. Et c'est un phénomène qui est extrêmement important dans l'élaboration. Le plan principal d'enquête et de recherche consiste pour moi à trouver le nom du tableau. C'est cette espèce de verrou. Dans les langues slaves, c'est le même mot pour dire le verrou et le château. On appelle ça un zamok. Et je suis à la recherche du zamok, du tableau. Est-ce que c'est ton tableau qui te donne son nom? Oui, bien sûr. Lui connaît son nom et moi je dois pouvoir nommer son nom. Mais il s'agit en effet de faire fonctionner le tableau comme émanerait un mot. Je termine là-dessus. Je lisais tout à l'heure, je suis tombé tout à l'heure sur une page qui ça m'a beaucoup frappé, puis là ça tombe à pic. De la formidable Olga Tokarczuk, écrivain polonaise, prix Nobel, dont le nouveau roman sort aujourd'hui, comme par un fait exprès. Et il est écrit ceci. Les mots et les choses créent des espaces symbiotiques, comme les champignons et les bouleaux. Les mots poussent sur les choses. Ce n'est qu'alors qu'ils atteignent leur maturité sémantique. Ils sont prêts à être prononcés quand ils ont germé dans leur paysage. Dès lors, il devient possible de jouer avec eux comme une pomme mûre, de les sentir, de les goûter, de lécher leur surface ou de les faire éclater en deux d'un coup sec,
pour examiner leur intérieur pudique et juteux. Des mots pareils ne meurent jamais parce qu'ils savent impliquer leurs autres significations, grandir en direction du monde, sauf si c'est la langue elle-même qui s'éteint. Avec les gens, il en est sans doute de même, parce qu'ils ne peuvent pas vivre hors d'un lieu. Les êtres humains sont donc des mots. Ce n'est qu'alors qu'ils deviennent réels. C'est totalement faux. Ah. Enfin, c'est ce que je pense, mais on va pas. Par contre, c'est intéressant de voir ton dessin, parce que là, on voit bien justement. Ah oui, là, on voit bien de quoi on parle. L'arrière. Je voudrais juste rebondir sur tout ce que tu as dit quand tu as rebondi sur mon premier rebondissement. Tu dis que on peut voir avant de lire. On voit avant de lire, il y a de la vision avant qu'il y ait de la lecture, avant qu'il y ait un rapport au monde. Moi, je dirais exactement comme toi, mais je le prends dans l'autre sens, un peu comme le rapport entre la mémoire et l'oubli chez Simon, c'est-à-dire que les deux sont conjoints. C'est-à-dire, moi, je pense que dans la lettre, il y a déjà du voir. Et que je suis d'accord. Et pour moi, je ne dis pas, je dis le mot ne vient qu'après la lettre et qu'après le tracé, la trace, à la main de la lettre, et donc du mot, ce que j'ai fait devant vous. Donc, ce que j'ai fait devant vous, si je dois le commenter, j'ai écrit Horstengrum. Vous avez vu, hein, c'est pas un tour de magie, j'ai écrit les lettres du nom de Simon. Donc ça, c'est le portrait de Simon pour moi. Un portrait miniature de Simon. Je serais un figuratif, j'aurais fait un petit tracé, ou je serais Kafka, j'aurais fait un petit bonhomme. Il y a toutes les lettres de son nom, donc son nom il est, son surnom, Horstengrum, mais je pourrais faire la même chose avec son nom Simon Lebowitz, et c'est quoi l'autre partie de ton nom? Comment tu peux... C'est imprononçable. Eh ben, je peux l'écrire, parce qu'on peut l'écrire, parce qu'on a les lettres, vous voyez, c'est l'avantage. Et ça donne ça, c'est ce que j'appelle un paraphe, voilà. Donc ça, je le fais en miniature, je sais pas, quand mon atelier est en couvert, je le fais ça donne quelque chose. Pourquoi c'est lié à tout ce qu'on est en train de dire, selon moi? Tu vas me dire, Olivier, tu es d'accord? C'est que le nom a disparu. Ça devient un paraphe, un gribouillis, une araignée, ce que vous voulez, quelque chose un animal bizarre, un autre adèque, on dirait, pour reprendre quelqu'un. Et en réalité, c'est son nom. Toutes les lettres y sont, et il n'y a que les lettres colorées. Il n'y a que ça, j'ai rien rajouté. Paraphe, qui signifie littéralement écrire à côté. Para, c'est à côté. Oui, mais voilà. Si on prend l'expérience... C'est ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, c'est on parle à côté. Voilà. Si on parle de l'expérience... Est-ce que c'est l'écriture? Et où est-ce que c'est du tracé? Est-ce que c'est un dessin? Pour moi, c'est un dessin. Voilà, c'est un dessin, on est dans une ambivalence. Tu aurais montré ça comme ça sans expliquer tout ce truc, les gens auraient vu. C'est pour ça que je l'ai fait devant vous, pour que vous voyez que c'est à la main, c'est à mon corps. En écoutant, j'ai gribouillé en écoutant, je ne sais pas gribouillé d'ailleurs, je l'ai écrit. Voilà. C'est pour dire que c'est finalement. C'est pour dire que la nature de ton écriture amplifie l'expérience humaine qui est celle du dessin à côté de celle de la grammaire et du lexique. Moi, je pense que l'art n'est jamais un énoncé, c'est une énonciation, hein, donc il va falloir le prononcer, comme le dit très bien Valère Novarina, quand on se met à dire le mot, là on est dans le langage, tout d'un coup il va y avoir les tenons, hein, il va y avoir l'accent des Alpes du Sud, on ne va pas comprendre parce que il va le dire de telle ou telle manière, donc c'est un plaidoyer contre, et moi j'en fais partie, contre le lexique, contre, si on pousse le bout dans ce qu'on appelle communication instantanée, qui est le message, comme ça, et les mots se répondent. Le message, et donc justement, quand c'est le médium, on est dans la bonne position parce que là, il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience irremplaçable, qui est l'expérience de l'art et qui n'est de la forme, hein, que ce soit forme, antiforme, etc., qui n'est pas la même que l'expérience de l'écriture quand elle est prise de manière grammaticale et lexicale. Vous avez probablement des protestations, des questions à nous adresser. On va faire circuler un micro. Merci. Bonsoir. Alors, vous avez évoqué dans votre lecture
que vous avez associé à l'oubli une gorgée de mémoire. Et donc ma question c'est, revenant de votre amnésie, ou renaissant de votre amnésie, est-ce que de Beit Atav, le monde de votre peinture aujourd'hui traduit cet espace du temps passé, futur? Comment vous vous placez? Alors, techniquement, il est dit que l'Aleph correspond à la respiration d'un homme qui s'apprête à parler. Donc, c'est-à-dire ce qui précède immédiatement la profération, et d'un alphabet qui commencerait donc par la deuxième lettre. Qui commence par la. Donc, c'est-à-dire c'est le fameux Bereshit. Et ce que ça m'évoque, c'est qu'en effet, il s'agirait d'un prérequis, d'un préalable, mais déjà engagé. Vous voyez la pataphysique de Alfred Jarry. Ça s'écrit apostrophe pataphysique. Une apostrophe, ça signifie plusieurs choses. Déjà, c'est le fait d'apostropher, donc c'est un appel. On peut entendre ça de plusieurs façons. Et l'apostrophe, c'est à la fois ce qui sépare deux termes en les réunissant. C'est-à-dire ce qui engage comme connecteur, si vous voulez. Donc la pataphysique commence dans sa connexion avec ce qui précède, c'est-à-dire en l'occurrence le rien ou le tout du monde et ou du langage, pour proposer par définition ce qu'elle nomme des solutions imaginaires. Alors comme on parlait de profération, justement, si la nef c'est le fait de s'apprêter à parler et que le monde démarre avec ça, et le texte d'ailleurs démarre avec par la seconde lettre, comme on pourrait parler de seconde venue en d'autres circonstances, de seconde vie après l'oubli, si vous voulez. Allons-y pour une phrase extraordinaire de Alfred Jarry qui nous dit « Oui, madame, je crois en Dieu, car il faut un Dieu pour créer quelqu'un comme moi. Gloire à la Providence qui nous a dotés de deux yeux, au cas où nous en perdions un, et d'une seule bouche, car on ne peut perdre un trou. » Comme on ne peut pas non plus perdre un trou de mémoire. La question des trous dans la peinture, elle est assez... Disons que si Van Gogh s'est tranché l'oreille, il n'a pas tranché le trou. Et si vous regardez attentivement le fameux cri de Munch, vous remarquerez qu'il n'a pas de bouche. Alors quoi? Alors, l'hébreu, oui. signifie nommer. Pardon? Hébreu signifiant nommer. Alors pour ça, on attend le retour de Stéphane. Je voulais aller prendre un catalogue pour voir comment s'écrit ton nom, la fin de ton nom, parce que je ne connais pas. Je vais faire une dédicace, tu es ravi. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Hébreu signifiant nommer, de l'Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, cette lettre muette, et qui laisse, enfin, pour notre artiste qui renaît qui renaît quelque part. Donc, c'est toujours la même question. Donc, c'est de cette lettre Beit dont il émane toute une œuvre dans un espace, dans un temps, passé, futur, et j'imagine que le présent est déjà passé. Donc, Alors, si j'ai bien compris votre question, et si j'ai bien compris ce que veut dire Simon, vous allez le dire, dans la mystique juive, parce que tout ça sont des choses qu'on trouve dans la mystique juive, la première lettre de l'alphabet hébraïque, il y en a 22, c'est le Aleph. C'est la première lettre, elle a un rôle très particulier parce qu'elle représente l'unité divine, puisque Dieu est un, c'est le fondement du monothéisme. Or, les rabbins et les commentateurs et les mystiques ont tout de suite demandé si Dieu est un, pourquoi la Bible commence par la deuxième lettre. Bereshit, au commencement, ce qu'on traduit par au commencement, ça commence par la deuxième lettre et pas par le Aleph. La lettre 1, la lettre qui est en première place dans le classement des lettres et qui est aussi le symbole de l'unité divine, elle devrait
commencer le livre écrit par Dieu, qui est le livre de la création, la Genèse. C'est ce que se sont demandés les rabbins. Il y a un petit alphabet, je raconte ça très vite, et après je termine le nom de Simon. Alors là, c'est Simon Leibowitz, j'en suis au B, tu vois, au B, Leibo. C'est W après ou V? Comme le Witz. Comme le Witz, le Witz. Donc je vous raconte ça très vite, c'est ce qu'on appelle un petit midrash, c'est-à-dire un petit commentaire biblique sur la création du monde. C'est-à-dire que on considère dans la mystique juive que, parce que ça rejoint notre conversation, que Dieu a créé le monde, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, en écrivant. Dieu est écrivain pour la mystique juive. C'est un écrivain qui a pris les lettres de l'alphabet hébraïque, elles étaient là, et il les a mises en ordre, et il a écrit les premières lettres, Bereshit, au commencement, etc. Et au moment où il écrivait, pendant qu'il écrivait, le monde se composait. C'est ça l'idée de la mystique juive. Pourquoi il commence par la deuxième lettre? Eh bien, il y a une petite parabole, si vous voulez, une petite légende célèbre, enfin pas célèbre, enfin qui est connue des experts de la pensée juive, qui dit c'est que toutes les lettres sont venues auprès de Dieu, et lui ont dit, Dieu, je t'en supplie, commence ta Torah, commence la création du monde, commence le texte sacré avec moi, fais-moi cet honneur. Et elles sont venues dans l'ordre inverse, de la dernière à la première. Donc la première lettre qui est venue devant Dieu, se présenter devant Dieu, c'est la lettre en hébreu Tav, comme dans le mot Torah, la lettre qui se prononce T. Comme si le Z venait, enfin l'alphabet latin, venait en premier, il dit commence avec moi. Et il lui dit pourquoi? Il dit parce que, par exemple, je suis la lettre qui est dans le mot vérité, émettre en hébreu, donc commence avec moi, je suis une lettre de vérité, et ta Torah, ton livre, ta création, et le monde doit être un monde de vérité. Il dit c'est vrai, mais tu es aussi la lettre du mot mort. Et si je crée un monde, je dois être. Et à chaque fois, une lettre vient, c'est la lettre même, hein, c'est comme ça, c'est écrit dans cette petite légende, la lettre vient devant Dieu, c'est donc comme un être vivant, et elle parle à Dieu, elle dit je t'en prie, fais-moi l'honneur de commencer par moi. Comme devant un roi, comme un serviteur devant un roi. Et avec chaque lettre, Dieu va trouver, alors la lettre dit, regarde, je suis la lettre initiale de tel mot merveilleux, et Dieu dit, oui, mais aussi, il y a un autre mot négatif, je ne peux pas commencer mon livre par toi, mon texte par toi. Et arrive la lettre bête, le B, l'avant-dernière, ou plutôt l'avant-première, et elle lui dit, commence par moi, et elle le convainc. Pourquoi? Parce que je suis la première lettre du mot bénédiction. Baruch, bracha en hébreu. Et Dieu est convaincu, et il fait. Et arrive la lettre Aleph, c'est elle, la Bible commence, la Torah commence, le monde commence avec la première lettre du monde, qui est la deuxième de l'alphabet. Et il restait la première, qui est la dernière, à venir, et elle n'a plus de place. Et donc elle n'est pas contente, et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, Aleph. C'est pour ça que Simon Veil a dit qu'elle est en dehors de l'alphabet, c'est ça que tu as dire. Elle précède, c'est la respiration qui s'apprête, c'est un prérequis à la parole. Alors dans cette parabole, elle est la dernière, elle n'est pas en premier, elle est en dernier, et il lui dit, ne t'inquiète pas, je te ferai un honneur suprême, qui est que tu seras le symbole de mon unité à moi, qui est ineffable, inscriptible, et qui est au fondement de tout. Donc, tu arrives en dernier, mais tu es au fondement de tout. Ça, c'est dans un midrash qui s'appelle l'alphabet de Rabbi Akiva. C'est pas un midrash, c'est dans le plus grand texte de la mystique juive, au début du Zohar. Ça fait partie du Zohar. Je ne sais pas si ça répond à ce que vous avez demandé aussi. C'est plus facile à dessiner les Leibowitz que... C'est plus facile à dessiner. à dessiner, ouais. Vous voulez dire dessiner le deuxième que le premier ou le... On va s'arrêter sur le premier alors. Je vous réponds très sincèrement, c'est un jeu. C'est-à-dire, j'adore ça. Je me fais plaisir à moi, mais je me suis aperçu après, j'ai intellectualisé en disant, en fait, j'écris, je dessine, et les deux sont indissociables. Comme lui, finalement. Ouais, oui, c'est vrai. Il peint et il écrit en même temps, c'est de la peinture, c'est de l'écriture. C'est pour dire à Olivier, finalement, pourquoi séparer les deux? Kiff, kiff. Pourquoi distinguer l'écriture et donc tout ce qui relève de la pensée, de la théorie, de l'autre. Non, je ne les sépare pas, je dis que ça Non, n'est mais pas je sais la... pas, c'est toi qui sépares. Oui, c'est pas la même expérience fondamentale humaine. Mmh. Voilà.
Mais je te répondrai à ça en disant que l'une fait office de l'autre, et en employant le terme office à dessein. Bonsoir, excusez-moi, j'avais pris le micro pour vous poser une question. J'étais très intéressé par cette discussion sur l'articulation entre la peinture et l'écriture. Et j'ai l'impression que on doit à tout prix faire une analogie et donc plaquer, chercher dans la peinture quelque chose comme l'écriture. Donc je suis d'accord avec M. Capelin, je crois, que c'est vraiment une expérience très différente. Et bon, il y avait la référence à l'écriture au porte-plume. Je voulais vous faire part d'une petite anecdote. Quand on écrit au porte-plume, j'ai aussi écrit à la plume, je suis gaucher, et avec ma main gauche, je passais dans l'encre fraîche et je faisais des tâches. Bon, j'ai eu quelques problèmes à l'école avec ça, mais en faisant des tâches, on passe dans un autre univers. L'écriture est quelque chose, c'est une transcendance. On la lit. Quand on la lit, on est ailleurs. Quand on est simplement dans le trait, c'est vraiment une autre expérience. Et je voulais, je suis un peu long peut-être, je ne sais pas, mais je voulais revenir à votre tableau. J'ai l'impression, M. Boum, que vous avez des références, des textes, des mots qui vous motivent. Mais une fois que vous êtes dans la peinture, il y a quelque chose qui déborde. Alors, on pourrait le dire en termes formels, mais en termes formels, c'est toujours gênant parce qu'on a l'impression que la forme est en manque de sens. Et vous avez parlé de raisonnement pictural, ou raisonnement peinture. C'est très intéressant, mais peut-être que le terme de raison n'est pas le bon non plus. Dans la peinture, dans l'espace de la peinture, dans l'expérience de la peinture, c'est peut-être autre chose qui se passe que ce qui se passe dans l'écriture, que la signification du langage. Enfin, je ne sais plus ce que je dis, mais si ça... Oui, mais absolument, c'est-à-dire que si ce n'est pas un raisonnement, disons qu'il y a une pensée spécifique propre à la chose même. C'est quelque chose qu'on comprend très très bien avec la musique, par exemple, si on se met à siffloter, etc. C'est pas autre chose, vous voyez. Donc mais ce que vous pointez du doigt, ça rejoint très spécifiquement un mot qui a été évoqué au tout début de cette conversation, qui est celui de l'origine même de la peinture. Enfin, c'est la maculation, quoi, la maculation jubilatoire. C'est ce terme de macula. Et macula, c'est à la fois la tâche, donc informe et prometteuse pleine de toute autre forme, mais comme par un fait exprès, c'est aussi ce mécanisme du fond de l'œil, c'est-à-dire ce qui fait que l'œil voit, c'est-à-dire que l'œil interprète le monde en tant qu'image. Et cerise sur le gâteau, c'est aussi le filet de pêche, c'est-à-dire un maillage, et donc un texte. Donc en fait, ce mot-là réunit en lui-même ces trois aspects pyramidaux, si vous voulez, de ce que l'on a tenté de cerner, ou de discerner. Justement, la musique, oui. On ne la plaque pas sur le langage. On lui accorde sa spécificité, on la comprend elle-même par sa structure interne, sa cohérence interne, alors que la peinture, peut-être à cause de visible, on lui cherche, on fait l'analogie avec le langage, et c'est ça qui est peut-être un peu dommage. J'ai l'impression qu'elle déborde. C'est-à-dire que ça se terminera toujours par cette relation que vous venez de souligner, où les mots vont... Souvent on dit que la peinture, c'est ce qui produit le plus de mots. C'était Harald Zeman qui disait on ne sait pas ce que c'est, mais on tourne autour. Mais avant, on ne sait pas ce que c'est. Donc si on avait les mots déjà, entre guillemets, c'est un peu facile ce que je dis, mais eh bien, il n'y aurait pas ce moment où on ne sait pas ce que c'est. Moi, je suis toujours... l'art est tellement important, c'est pour ça que j'aime l'œuvre de Saint-Saëns, c'est que j'y vois, c'est ma propre interprétation. Mais vous savez, par exemple, quand on prend l'écriture,
Il y a quelque chose qui se bat contre l'ordre des mots et c'est la poésie. Hein. C'est elle qui travaille le langage grammatical, et en ce sens, vous ne dites pas d'ailleurs du tout le contraire de ça, mais c'était plus intéressant d'avoir une conversation contradictoire. Mais par exemple, quand vous prenez Hölderlin, vous savez, il parle tout le temps qu'il faut arriver, il faut que chacun d'entre nous arrivions cette aventure, cette expérience de l'ouverture. Comment le fait-il dans le langage? Eh bien, il va travailler techniquement, alors les S et les mots, il va travailler la césure. C'est-à-dire qu'à un moment, la phrase ne peut pas continuer. Elle est arrêtée par une ouverture. Stéphane Mallarmé dit la même chose avec la rime. C'est-à-dire que la rime, c'est intéressant non pas en tant que tel, mais ça vous permet d'arriver au bout d'un vers et d'être obligé de retourner et de lire à l'envers parce qu'il y a la rime qui est au-dessus et donc ça trouble les choses. Alors l'art, je crois, est un formidable outil pour s'être ouvert, justement. Et il y avait à l'époque, en 68, il y avait cours, Hölderlin, le vieux monde est derrière toi, et c'est couru dans l'ouvert. Et je pense que l'art, enfin pour des gens de mon genre, qui peut-être n'a pas une érudition qui le satisfait, c'est une expérience que je trouve dans la peinture. Et je le trouve chez certains peintres et pas chez d'autres, hein, bien sûr. Par exemple, j'ai découvert la dernière fois que j'ai venu, je m'excuse, je ne connaissais pas l'œuvre de Pradanier. Voilà une peinture. On voit bien qu'il se défait de la lecture qui donnerait la signification. Il y a la lumière, il y a ceux qui seraient des murs mais qui n'en sont peut-être pas, sont des paravents, etc. C'est-à-dire que c'est la même chose quand Stéphane parle de les lettres du mot du nom commun, du nom propre pardon, de Simon, et en même temps, quand on voit ça, on perçoit autre chose. Alors, pour moi, c'est cet entre-deux qui compte. Toute la dialectique de l'abstraction. Voilà, de l'abstraction, de la poésie. Et du concret. La poésie dans l'art abstrait. Oui, la poésie lutte contre la communication. Contre les mots d'attribut, hein, comme disait l'autre. Et moi, je pense que toute forme est abstraite, tout simplement, en peinture. Toute. C'est-à-dire, c'est ce que me disait ce formidable, enfin je trouve, sculpteur hollandais Engvisch, et on lui posait des questions, est-ce qu'il y a des espèces de formes de corps, etc. Et il disait, mais non, mais cette forme, elle n'existe nullement, elle ne peut pas être soumise à la réalité. Vous allez reconnaître peut-être un bout de jambe, etc., mais c'est une pure abstraction. Oui, c'est simple, on ne peut pas tout savoir. La peinture, en effet, la peinture, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça peut faire, on n'en a aucune idée. En revanche, on peut savoir ce que ça n'est pas. Et comme pour la poésie, c'est exactement ça. Il s'agit en tout cas de désactiver la fonction qu'on lui prêterait, qui serait celle de communiquer, de communication dans un sens ou d'un message quelconque, mais plutôt de faire proliférer la matière même de sa pensée propre, si vous voulez. La peinture possède une pensée propre, c'est en ce sens que je parle de raisonnement tout à l'heure, mais comme la langue, que ce soit pour un stade de tohu-bohu d'enfant, c'est tout simplement par l'exercice de la chose. En tant que phénomène de vie et phénomène... C'est un acte. Oui. Il faudrait, on n'en a pas fini, il y a de la différence entre ce qui est un acte et ce qui est une désignation. L'acte, évidemment, est beaucoup plus instable et plus difficile à cerner. Il y a pu y répondre en tant que matériau, si vous voulez. J'ai l'impression, d'après ce que j'observe chez les autres, chez les Coréens,
HLR, comme chez moi, que l'on est peintre. C'est quelque chose que... Et parce que l'on est peintre, on fait des tableaux. C'est notre fonction, on fait le job. Mais de la même façon qu'un boulanger fait des baguettes, si vous voulez, ou qu'un avocat fera des plaidoiries. Donc c'est le mode qui me concerne, mais bien en dehors du fait que je fasse des tableaux ou non. Bon, là je vous réponds en tant que peintre, et pourtant je ne suis pas au travail. Mais ce qui est important, c'est que la peinture s'en fout pas mal. Là, pendant que nous ne travaillons pas, qu'on n'est pas à l'atelier, d'autres peintres sont à l'atelier, la peinture passe par eux. Et ça, oui, Stéphane travaille. Et c'est très bien, et ça revient absolument au même, en fait, si vous voulez, que la peinture passe par moi ou par un autre, elle passe. Et c'est en ce sens que nous avons tous la même fonction, c'est-à-dire que tous les peintres sont le même. Alors je ne suis pas en train de vous dire que vous entendez le Tintoret vous parler, c'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire nous ne faisons qu'occuper une fonction dont le vecteur est absolument immobile. C'est en ce sens que par la peinture ou en peinture, il y a le vœu plus qu'il n'y ait plus de temps, mais il n'y a pas d'histoire, et il n'y a pas d'ego. C'est impossible d'avoir un ego en art dans le domaine de l'art. Ni temps, ni ego, en revanche, oui, il y a langage, et il y aura interprétation, mais pas forcément sens ni communication. J'ai une question à te poser, toujours à propos du traumatisme de l'amnésie. Quand tu es revenu de ton traumatisme, tu savais encore lire et écrire. Oui, alors... tu ne savais pas si tu savais peindre, puisque tu avais oublié que tu étais peintre. Ah, je savais un peu ce que c'était que la peinture, il a fallu me montrer, j'en revenais pas. L'écriture... Alors, la toute première question qu'on m'a posée à mon réveil, c'est mon père est venu s'asseoir, entrer dans la chambre, il est venu s'asseoir à mon chevet, il a retiré son chapeau, et il m'a demandé, dans l'idiot de Dostoïevski, qui sont les personnages. C'est vraiment une question d'enflure, parce que les personnages au moins 300. Mais bon, j'ai commencé, il se trouve que je me souvenais de l'idiot, et je ne sais pas comment, parce que ça doit être la seule chose, le seul livre dont je me souviens. Tu te souvenais que ton père était ton père? Oui, ça oui. Mes parents, mais personne d'autre. Donc j'ai commencé à répondre, le prince Mishkin, Rogojine, Nastasia Filipovna, le bouffon, les Lebedev, etc. Je continuais ma litanie, comme ça il s'est levé et il est parti. Je voulais simplement vérifier si j'étais devenu débile. Mais à part, j'ai oublié ta question, mais je peux continuer à répondre. Parce que je t'avais oublié de lire la lecture, mais non, là, apparemment. Non, mais en revanche, j'ai immédiatement eu un rapport en rentrant chez moi en convalescence, parce que tu parlais de convalescence, un rapport assez agressif avec la bibliothèque. Donc la bibliothèque de Simon Désuet, concernant l'ex, le cadavre. Parce que cette bibliothèque était censée m'illustrer, représenter et les goûts et les pensées. Donc j'ai immédiatement décidé d'aller y voir par moi-même, de tout relire et d'opérer un tri, et à partir de ces lectures, de m'assurer de la mienne, ma propre lecture, c'est-à-dire de roquer le cadre du cadavre qui était censé me circonscrire. On aurait pu en parler, en effet on a beaucoup parlé là de rapport avec le langage, les mots, etc. C'était une des pistes possibles par rapport à ce que la pensée juive. Mais en effet je me suis vécu, et je me vis toujours comme un D-book, ne sachant pas qui est le D-book de qui. Le D-book étant, comment dire ça, le D-book ce serait l'équivalent, si vous voulez, d'un esprit par lequel on est possédé. Sauf que le D-book, c'est un esprit qui s'attache par sympathie.
qui a quelque chose à terminer, bon, voilà, qui vient une hantise qui vient hanter, je sais pas comment on appelle ça, l'exorciste, mais quand on est... Possession. Possession, voilà. La possession n'est pas nécessairement démoniaque. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas forcément démoniaque, mais chez le possédé du Dibouk, on observe des faits assez étranges, c'est que tout d'un coup, il va se mettre à parler des langues qu'il ne connaît pas, ou alors sa bouche se met à les mouvements de sa bouche sont indépendants des paroles qui sont proférées. Donc, oui, il y a peut-être quelque chose de cet ordre entre la matière picturale et la matière langagère. Peut-être que les mouvements buccaux de la peinture ne correspondent pas à l'oralité du langage qui la sous-tend. Tout le problème. Habile comme très habile. Et on peut peut-être dire aussi que ça dépend de la poésie de chacun d'entre vous. Il y a un petit texte que Simon nous avait donné pour préparer un peu ça. Il y a cette phrase qui revient, mais même dans votre bouche tout le temps, tout est déjà là. Et il y a une autre poétique, par exemple, celle de Maurice Blanchot, de Georg Trakl, l'Autrichien, c'est ce qui compte, c'est le pas au-delà. Alors tout est déjà là, mais ce qui compte, c'est le pas au-delà. Ça donne plus peut-être le goût de l'avenir. À l'avenir et à la vie. Est-ce qu'on peut voir Simon Leibowitz? Alors, les dessins, Simon. C'est celui-là. Simon, c'est celui-là, ah oui. Leibowitz, caché avec Alexandre. Donc il y a beaucoup plus de lettres. Oui. C'est lui, hein. Il faut comprendre que c'est lui. C'est rassembleur. Et là, c'est Orsten Grove. Je connais le sens parce que je reconnais quelques tracés des lettres, mais j'en ai fait des centaines comme ça. J'ai fait toute ma bibliothèque, tous mes écrivains de la bibliothèque, j'ai fait un immense tableau. J'ai fait que des paraphes comme ça, de toutes les couleurs. Et si j'avais pas marqué le nom normalement sous chaque paraphe, je ne me souviendrais plus qui est qui. Je ne saurais plus lequel est Platon, lequel est Diderot, lequel est Baudelaire, lequel est Proust. Moi-même, je ne peux plus me relire. J'ai fait des tableaux entiers comme ça, du texte illisible. Donc je rends le lisible illisible, donc je vais dans l'oubli. Je fais une démarche un peu symétrique de celle de Simon, c'est que je pars d'un texte, là c'est un nom propre, c'est un texte, un nom c'est un texte. Hein. Je pars d'un texte, ça peut être n'importe quoi. Je prenais les fables de La Fontaine, je prends une fable de La Fontaine, on la connaît, elle ne va pas changer, je n'ai pas à la retrouver, je n'ai pas à m'en souvenir, elle est là, je n'ai pas à aller à sa recherche. Et je la fais redisparaître derrière la peinture. Donc c'est comme si, d'une certaine manière, elle se courbait devant la peinture et elle devient quelque chose d'autre, à savoir un dessin abstrait, que j'appelle la calligraphie abstraite. Ça, c'est quelque chose qui pour moi était très jouissif, je vous l'ai dit, parce que dans l'écriture, j'ai beaucoup écrit dans ma vie, on fait l'inverse. C'est-à-dire, on rend lisible quelque chose qui au départ ne l'est pas. Parce que c'est invisible avant d'être écrit. C'est vrai aussi de la peinture, mais la peinture, il ne dirait pas que je l'écris. Il dirait je le peins, et avant d'être peint, c'est pas visible. Sauf peut-être le carré blanc sur fond blanc. Mais la dialectique entre le visible et l'invisible du peintre, je l'ai transposée dans une dialectique entre le lisible et l'illisible. Par le biais, non pas d'un acte passif qui est celui de la lecture, qui n'est pas vraiment un acte passif en réalité, c'est un vrai acte d'écriture pour moi, la lecture. Quand on lit, on écrit aussi, mais par l'écriture qui passe par mon corps, comme un peintre. Donc pour vous dire, d'une certaine manière, tout se retrouve, tout se rééquilibre dans ces questions. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Rien ne se perd, tout se trouve. Voilà, la peinture a horreur du vide et l'écriture aussi. Moi aussi. Et j'ai horreur de la nature. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup.